Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau concept de stream que j'appelle première lecture. Première lecture, si je fais un peu le... J'utilise la commande lecture. J'explique en gros qu'est-ce que c'est. C'est... ah non, c'est premier chapitre. Oui, c'est vrai, c'est premier chapitre, pas première lecture. En fait, premier chapitre, c'est un projet dans lequel je veux mettre en valeur les livres francophones sur ben, les francophones. J'accepte des fois les traductions, mais il faut que ça soit publié par une maison d'édition francophone. Alors, c'est tout ce qui est par rapport aux romans de science-fiction, de fantastique, de fantasy, même d'horreur. Donc, c'est tout ce qui est rapport au genre de l'imaginaire. Et avec la collaboration des maisons d'édition et des auteurs, concernés, ben, je fais la lecture des premiers chapitres afin, dans le fond, de vous donner un peu le goût d'en savoir plus, de vous faire découvrir de nouvelles plumes, etc. Alors, ben, merci à toi, Shooter, de ta présence. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier roman, et voilà Link qui vient de passer devant moi. Un petit chat. Ça, c'est Link, mon chat. Un beau chat de 2 ans, un chat noir qu'on a adopté en octobre dernier. Il y a une couple de mois qui est ici, bien heureux. Il aime beaucoup l'attention des humains. Et Link, je le sais. Bon. Alors, comme j'ai dit, je vais vous montrer un peu c'est quoi le livre que j'ai choisi aujourd'hui. Il s'appelle La perle verte d'Amélie Bougie. Alors, je vais vous lire un peu son résumé, on pourrait dire sa quatrième de couverture. Donc, Ladra, voleuse professionnelle ayant usurpé l'identité de la nouvelle prétendante du prince Kenneth, se présente au château isolé de Northwood dans le but de mettre la main sur une perle verte mystique. Rapidement isolée de ses acolytes, la jeune femme devra continuer à jouer son rôle de prétendante idéale afin de demeurer en vie, afin de demeurer en vie, car les habitants du château semblent de plus en plus étranges et de plus en plus dangereux. Ce ne devait être qu'une mission ordinaire. Malheureusement, Ladra apprendra à ses dépens que tous les princes ne sont pas charmants. Fait que ça, c'est ça le résumé, la quatrième de couverture de cette histoire. C'est une réécriture de La princesse au petit pois qui a remporté le concours, le concours lancé par l'édition Luxinox. C'est ça, ils ont décidé de faire, ben, on va faire un concours sur la réécriture de contes, puis c'est Amélie Bougie qui a gagné avec cette soumission-là. Alors, on va aller lire les 52 premières pages du roman, qui en fait, en fond, qui en fait 304. Alors, c'est quand même une bonne estimation, quasiment le sixième, là. Donc, on va voir jusqu'où on va se rendre aujourd'hui. J'espère pouvoir me rendre jusqu'au bout pour vous donner quand même une bonne idée du contenu du contenu qui pourrait vous intéresser ou non. Alors, on commence avec le prologue. Les doigts de Lady Dèdre tentaient de s'agripper à chaque creux, espaçant les pierres murales pendant que des mains fermes, gantées, la tiraient par la taille. Ses cris de supplication se fracassaient en mille échos, rebondissant les uns sur les autres, sans que le désespoir de sa voix ne trouve d'oreilles sensibles à son malheur. Je ne suis pas une voleuse! Il me l'a offert! C'était un cadeau! Je vous en prie, reprenez-le! Écrivez à mon père, il trouvera un arrangement! Mais les gardes ne répondaient qu'aux ordres de leur maître et n'avaient que faire de la vérité. Seuls les faibles échos de la voix brisée de la malheureuse parvenaient aux oreilles du roi, toujours tranquillement attablé dans la salle à manger. Dans cette pièce, on n'entendait plus rien à présent et le calme était revenu. La reine, de son côté, avait toujours le visage rivé sur son bol et n'allait pas lever les yeux de sa pitance de toute la soirée. De toute façon, elle évitait le plus possible de maintenir le regard borgne de son époux. Le cache-œil qui portait en place de l'œil gauche n'était maintenu par aucune lanière. Fait d'argent lustré et serti de pierres précieuses, il avait cette faculté de renvoyer à quiconque s'y regardait un reflet déformé de sa personne, et cela la reine ne le supportait pas. Je suis désolé, mon fils, déclara le roi de sa voix rauque et caverneuse en s'adressant au troisième convive de ce repas. Nous avons fait venir en ces lieux une prétendante vénale et malhonnête. Je te promets que la prochaine sera vertueuse et digne de nous. J'ai cru que celle-ci serait la bonne, mais elle s'est emparée de ce bijou comme une vulgaire catin recueille son dû. Le prince tenait entre ses mains un magnifique collier ras du cou,
dont la bande étincelait de 1000 petits diamants comme les chandelles d'un théâtre éclairant le pourtour d'une scène. Le collier avait pour vedette une perle verte de la taille de l'iris, d'un œil aux éclats nacrés envoûtants venus d'un autre monde. Lady Dead avait prétendu que le prince lui avait offert le joyau lorsqu'elle s'était présentée ce soir au souper en l'aborant au-dessus de son décolleté. Mais cette perle unique appartenait à la famille royale de Northwood depuis des générations. Il était sot de vouloir faire croire que l'un de ses membres ait pu l'offrir délibérément à une demoiselle prometteuse, certes, mais encore bien loin de voir la bague au doigt. Décidément, pensa le roi, les femmes sont des créatures sans âme. Trouverait-il un jour une perle digne de son fils? Chapitre 1. Oh, attendez, je vais juste... est-ce que je peux... Pour le... Non, je pense pas. Quand même... On verra pas le reste du texte, là, mais on va continuer à le lire comme ça. C'est sûr que je pourrais essayer de réduire ma taille d'écran. Ça va être moins beau. Je vais vous montrer un exemple. Là. C'est comme... Je fais ça, évidemment. Oh, quand même. On va voir un petit peu le tout. Ça va un petit peu ici. Alors, chapitre 1. Lettre au souverain de Northwood. Alteste. Comme vous l'avez ordonné, nous sommes partis il y a bientôt 12 mois de Northwood afin de trouver la trace de Murgen. Notre périple débutait alors avec de maigres indices et nous avons d'abord dû nous tenir à des oui-dire et à des racontars qui ont parfois eu le malheur de nous mener dans des cul-de-sac à notre plus grand désarroi. Nous avons sillonné le pays du nord au sud, de village en village, les habitants nous indiquant toujours qu'au prochain se trouverait un ancien qui connaîtrait ce que nous cherchions. Dans le comté de Green Valley, nous avons enfin découvert une trace écrite de l'existence présumée de Murgen à travers une simple ligne d'un ancien compte-rendu de la visite d'un prince nommé Cromdes, originaire de Northwood. Il y était indiqué qu'après son passage dans le comté, il avait suivi la route des Galets de l'Ouest en direction de la côte avant de rejoindre Murgen. Ces indications inespérées nous semblaient trop belles pour être vraies, mais en l'absence d'indices plus substantiels, nous avons suivi l'ancienne route des Galets de l'Ouest qui n'apparaît plus sur la majorité des cartes tant elle n'est plus fréquentée. Plus nous éloignons de la civilisation, plus il nous semblait que cette route tombait en décrépitude et nous avons failli rebrousser chemin à de nombreuses reprises. Tandis que nous nous dirigeons vers la côte, le temps se faisait venteux et menaçant. Il n'est pas exagéré de dire que nous avons frôlé la mort par hypothermie lorsque la pluie glaciale, emportée par les vents du large, s'est abattue sur nous par une nuit où tout nous semblait sans espoir. La visibilité était alors nulle, ce qui nous avait empêché de percevoir un modeste village de pêcheurs situé à peine 2 kilomètres en contrebas de la route que nous suivons. Là-bas, nous avons trouvé refuge auprès d'une communauté accueillante. Une fois nos besoins élémentaires assouvis et nos vies hors de danger, nous en sommes venus à la raison de notre présence de ces lieux qui intriguaient toujours la population locale peu habituée à recevoir des voyageurs. Le nom de Murgen ne leur disait rien. On nous a toutefois suggéré de rendre visite à la doyenne du village, car cette dame possédait apparemment de profondes connaissances sur la région et son histoire. Selon leur dire, sa famille avait jadis été au service d'un vaste et somptueux domaine qui miraculeusement avait fleuri sur une terre infertile à quelques kilomètres plus au nord en longeant la côte, avant de déchoir à quelques 200 d'années avant nous. Ce pli renferme des transcriptions d'archives qui furent soigneusement conservées par la famille de la doyenne jusqu'à nos jours. Leur lecture vous apportera les informations qui vous manquent concernant Murgen, mieux que je ne saurais le faire. Votre dévoué serviteur. Extrait d'un ancien recueil de contes locaux, La légende des Méros, à auteur inconnu. Depuis des siècles, voire des millénaires, on raconte que les mers et les lacs renferment des êtres magiques tout à fait singuliers. Présentant un visage humain, des bras et des jambes, ces curieuses créatures sont pourtant dotées de branchies et de nageoires aux poignets et aux chevilles. Les légendes les ont appelées Merrows. Pour le commun des mortels, les Merrows ne sont que des êtres de légende, du folklore pesant à raconter les histoires de veille devant la cheminée ou en regardant les navires quitter le port. D'ailleurs, ces histoires ont d'abord été rapportées par des marins, les dépeignant parfois comme étant magnifiques, d'autres fois monstrueuses. Mais ils ne furent pas les seuls à colporter des témoignages de rencontres avec des Merrows. Certains habitants d'un village côtier eurent, selon le dire, également la chance d'en croiser, et leurs expériences furent plutôt positives à ce qu'on raconte. Un de ces témoignages nous en apprend davantage sur l'aspect physique de ces êtres singuliers. Si elles ont le plus souvent été décrites comme une race exclusivement constituée d'individus femelles, il apparaîtrait qu'en réalité, la distinction entre mâles et femelles soit extrêmement ténue, voire même que leur sexe physique n'aurait qu'une importance restreinte, car les Merrows seraient capables d'en changer
pour s'adapter à un ou une éventuelle partenaire, qu'il ou qu'elle soit d'origine méro ou humaine. La texture de leur peau, sous leur apparence marine, serait huileuse comme celle des poissons et leur couleur serait changeante sous l'effet de la lumière, comme le nacre des coquillages. Lorsque les Merrows sortent de l'eau, elles perdraient leurs attributs marins et ressembleraient en tout point à des êtres humains. Elles deviendraient cependant fragiles aux maladies humaines et ne survivraient jamais bien longtemps sous cette apparence, c'est pourquoi elles ne s'éloigneraient jamais beaucoup de l'eau. Fin du chapitre. Chapitre 2. La voiture brinquelait depuis bientôt 1 heure. La veille, elle avait fait halte à l'auberge, mettant un terme au premier de leurs 6 jours de voyage vers le nord. Une femme d'âge mûr, coiffée d'un bonnet attaché sous le menton, s'affairait au tricot pendant qu'une autre, plus jeune, avait son regard mélancolique perdu dans le vide de la fenêtre, au-delà de laquelle défilait le paysage aussi monotone que la veille. La nervosité de la jeune demoiselle avait été telle qu'elle avait fini par atteindre un paroxysme et que maintenant, elle se sentait aussi vide qu'un cruchon de lait viré à l'envers. De manière soudaine, la voiture fit un arrêt inattendu, ce qui eut pour effet d'agacer la dame au bonnet. Oh, le cocher, si tu dois encore arrêter pour te soulager! Cessez de geindre, répliqua la voix de l'extérieur, et venez plutôt voir. La dame se résigna à abandonner son ouvrage, ramassa ses jupes et sortit de la voiture. Le cocher, qui mâchonnait un brin de blé avec l'élégance d'un âne, désigna du menton une personne qui se trouvait en travers de la route et qui était la raison de l'arrêt impromptu de la voiture. Je suis pas nourrice, moi. Les gamines perdues, c'est pas mon rayon, dit le cocher en faisant allusion à la jeune femme qui se trouvait au milieu de la route et qui était certes courte sur pattes, mais une femme tout de même et pas une enfant comme il semblait le supposer. En loques et pieds nus, elle se tenait au beau milieu du chemin avec l'air égaré. En apercevant la dame au bonnet, elle se précipita vers elle, les joues ruisselantes de larmes. Je vous en prie, supplia-t-elle d'une voix flétrie. J'erre dans ces bois depuis des jours. Je ne sais plus où je suis. Auriez-vous la générosité de me conduire jusqu'à la prochaine auberge? Sous ses airs sévères, le chaperon avait le cœur d'un fondant à la noisette quand il était question de jeunes gens en détresse. Elle n'avait pas été nourrice que pour fournir son lait. Elle enveloppa la pauvre créature de son châle et la fit monter dans la voiture sous les remerciements de cette dernière. La dame tapa au plafond de la voiture et le véhicule se mit en branle. Racontez-nous votre mésaventure, mon enfant. Je voyageais avec des compagnons vers la région de Northwood, quand nous avons été attaqués par une bande de bandits de grand chemin, raconta la jeune femme en essuyant frénétiquement ses larmes à mesure qu'elles coulaient. À la première occasion, je me suis échappée. J'ai couru si longtemps, sans regarder en arrière, qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais seule. Hey, bon matin, Skaos, merci de me lurker. J'espère que tu vas apprécier ma lecture de La Perle verte. Elle fondit en larmes au rappel de ce douloureux souvenir. Ma pauvre enfant, s'émut le chaperon. Je comprends votre désarroi, mais vous avez fait la bonne chose. Vous ne pouvez sans doute même pas imaginer ce que ces gredins vous auraient fait endurer si vous ne vous étiez pas enfui. Elle lui tendit un mouchoir que la pauvre fille utilisa pour se moucher. Je vous suis si reconnaissant de m'avoir permis de monter avec vous. Vous n'aurez qu'à me laisser à la prochaine auberge. En fait, nous pouvons vous amener à votre destination d'origine, car nous nous dirigeons justement vers Northwood, annonça le chaperon. Vraiment? S'étonna la jeune femme qui était parvenue à calmer ses sanglots. C'est une incroyable coïncidence. Je dois aller retrouver de la famille à Northtown. Je suis orpheline et sans ressources, alors une tante et un oncle ont bien voulu que je vienne travailler sur leur ferme. Et vous, allez-vous également retrouver de la famille? La jeune lady au regard mélancolique, qui n'avait jusque-là pas dit un mot, émit un long soupir. Je vous en prie, Lady Eaba, la gronda gentiment le chaperon. Comparé à vous, cette jeune fille aurait bien plus de raisons de soupirer. Un peu de compassion. Je dois rencontrer un prince que mes parents souhaitaient me voir épouser, expliqua alors Lady Eaba. La rescapée parut éblouie. Oh, quelle chance! S'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Ma tante m'a raconté que le prince Kenneth avait beaucoup de charme. Oui, c'est ce qui paraît. Vous connaissez donc bien le royaume de Northwood? Pas tant que cela, en vérité. Je sais seulement que c'est un endroit isolé et autarcique. Vous allez donc y rencontrer votre futur époux. Vous devez être si heureuse et excitée. Hypothèque, futur époux, rectifia la demoiselle, qui soupira à nouveau en baissant les yeux devant le regard réprobateur de son chaperon. Mais qu'à cela ne tienne, Lady Eaba n'avait pas l'intention de se prétendre heureuse de cet arrangement. Je devrais certainement l'être, mais si ma famille était en une meilleure posture financière, j'aurais sans aucun doute décliné l'invitation, quitte à n'épouser qu'un petit bourgeois. Je ne tenais pas à quitter le Green Valley pour une contrée dont j'ignore tout.
Ce que vous me racontez me semble encore plus triste que mon histoire. N'exagérez pas, répondit Lady Abba, gênée. Eh bien, au moins, cette jeune femme fait montre d'empathie, pas comme certaines enfants trop gâtés, insinua le chaperon. La jeune lady fit la moue en évitant le regard de la dame. Ah, mais il me vient une idée, dit alors la jeune infortunée. Puisque vous ne souhaitez pas vous rendre à Northwood, pourquoi vous ne me laisseriez-vous pas prendre votre place? Je préférerais épouser un prince plutôt que de ramasser la merde des cochons. Cette suggestion suscita l'hilarité du chaperon et de sa protégée, car il ne pouvait s'agir d'autre chose que d'une plaisanterie. Au moins vos malheurs ne vous auront pas fait perdre le sens de l'humour, la félicita la dame. Je suis sérieuse, continua la rescapée avec le sourire d'un enfant. Nous faisons la même taille à vue de nez. Vous me laisseriez vos robes, et comme le prince n'a jamais vu votre visage, il n'y verrait que du feu. Lady Yéaba cessa immédiatement de rire. Comment savez-vous qu'il n'a jamais vu mon visage? Vous l'avez dit hier à l'auberge. Vous vous plaigniez que votre famille n'avait pas eu les moyens de payer un artiste pour refaire votre portrait à jour et l'envoyer au prince avant votre arrivée. Vous m'avez entendu? L'amusement céda sa place à la suspicion, puis à l'inquiétude. La jeune lady commença à comprendre qu'elle et sa maigre suite se dirigeaient sans doute vers un guet-apens. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Demanda prestement la demoiselle. Je suis désolée, dit la jeune dépenaillée. Je n'ai pas d'oncle ou de tante qui m'attendent à leur ferme et mon convoi n'a pas été attaqué. Mais je ne vous ai pas menti sur une chose. Il y a bien les biais des bandits dans mon histoire. N'ayez crainte, nous sommes des bandits avec du savoir-vivre. Aucun mal ne vous sera fait. Nous prendrons la voiture et les bagages, mais nous vous laisserons les vêtements que vous portez ainsi qu'une somme d'argent suffisante pour que vous puissiez rentrer chez vous. Le chaperon, outré, protesta. Sale petite vaurienne! Voilà ce qui en coûte aux honnêtes gens de vouloir faire la charité. On peut donc plus faire confiance à personne de nos jours? Elle tapa au plafond de la voiture et là le cocher, lui demandant de l'aider à mettre la pauvre fille dehors. La voiture s'arrêta net. Madame, vous avez visiblement un grand cœur, et comme je vous ai dit, nous sommes des bandits avec de l'honneur. Toutefois, si nous devons user de la force, nous le ferons. Sur ce, la friponne sortit une dague de sous ses haillons et la pointa vers la jeune demoiselle. Cette dernière regarda l'arme et la voileuse crut voir dans ses yeux qu'elle n'escomptait pas résister, et même semblait-elle être en train de percevoir dans ce coup du destin sa porte de sortie pour éviter des épousailles non consenties. C'est d'accord, dit cette dernière. J'étais d'accord avant que vous me menaciez. Je n'apprécie qu'à ses manières, mais vous êtes l'excuse parfaite pour m'éviter ce voyage. Lady Eba, vous avez perdu la tête, s'offusqua le chaperon. Vos robes, vos bijoux, et ce mariage que vos parents espèrent tant. Je pense que nous n'avons pas le choix de toute façon, nounou, objecta Lady Iaba en pointant du bâton la fenêtre derrière le chaperon, où deux malfrats tenaient déjà le cocher en respect. Quelques instants plus tard, la calèche était de nouveau sur la route, mais sans Lady Iaba, la nounou et le cocher. À leur place, 4 voleurs de grand chemin se partageaient l'espace de la voiture, et un cinquième avait pris la place du conducteur. Afin de gagner du temps sur la durée du voyage, ils s'y relaieraient à tour de rôle afin de faire le reste du périple en 3 jours. Je ne comprends pas pourquoi je pourrais pas jouer le rôle de la princesse cette fois, se plaignit l'une d'entre eux. Tu es une princesse dans nos cœurs, Jelis, répondit une rouquine à la chevelure frisotante remontée au-dessus du crâne, mais je doute que le prince le perçoive ainsi. De plus, tu es bien trop grande pour que les robes de Lady Iaba te mettent en valeur. On verrait la moitié de tes mollets. En revanche, avec un peu de rembourrage, les habits de la nounou. J'ai compris, soupira Jelis. L'Adra sera encore la vedette et je chouerai les seconds couteaux. C'est uniquement une question de crédibilité, répondit la voleuse aux pieds nus, qui répondait visiblement au nom de Ladra. De plus, n'as-tu pas vu comment la nourrice n'a pu résister à mon charme? Le prince ne le pourra pas non plus. Et en moins de 2, on aura ce qu'on sera venu chercher, continua la rouquine, en déroulant un bout de parchemin racorni. Ladra prit le parchemin des mains de sa chef. Il s'agissait de la page illustrée d'un manuscrit sur lequel on pouvait voir une femme vêtue d'une robe blanche à larges manches, portant une lourde coiffe sous sa tête humblement penchée. Ses mains étaient gracieusement portées à sa poitrine et attiraient le regard vers un ras du cou scintillant, serti d'une perle verte pendant sous sa gorge. Hey, salut Kayla! Comment vas-tu? Merci de me suivre. Je suis bien contente de te recevoir. On est en train de faire la lecture de La Perle verte d'Amélie Bougie, alors que des voleurs ont pris un carrosse pour se diriger vers un château. À peu près ça. Puis leur but, c'est de voler une perle verte. Ce sera vite bien fait, dit Ladra en caressant du bout des doigts la gravure du bijou. De plus, ce collier ira parfaitement avec mes yeux. Ce ne sera sûrement pas l'avis de notre commanditaire, répliqua fermement la rouquine en reprenant le parchemin pour le replacer à l'intérieur de sa veste. Ah, je plaisantais, Dron. Je n'aurais qu'à me servir dans le reste. Un royaume aussi isolé regorge sans aucun doute de richesses plus intéressantes encore que cette perle.
Ne sois pas trop gourmande, tu risques de perdre de vue l'objectif, dit le quatrième passager, demeuré jusque-là muet. Dron acquiesça à ces sages paroles prononcées par un jeune homme à l'allure décontractée, le visage sortant à peine visible sous sa capuche retenue par une broche à l'effigie d'un loup. Paolan a raison, le collier est notre priorité. En s'exprimant ainsi, Dron s'adressait à Ladra, Jelis et Faolan. Ils seraient les seuls à pénétrer dans l'enceinte du château, puisque la famille royale n'attendait qu'une lady, son chaperon et son cocher. Dron ainsi que le cinquième membre du groupe restant seraient postés au village, prêts à intervenir si les choses tournaient mal. Vous n'êtes pas drôle, s'est plaignit Ladra en se levant de sa place au milieu de l'habitacle restreint. Euh, Elle sortit la tête par la fenêtre et puis y glissa tout le haut de son corps. Bouge un peu tes fesses, c'est tard, je viens m'asseoir avec toi. Les autres gâchent mon plaisir, dit-elle, haussant la voix afin de s'assurer d'être entendue. Elle se hissa à l'extérieur avec une grande agilité et trouva place à côté d'un homme costaud, dont les mains énormes tenaient avec quasi-délicatesse les rênes de chevaux. Le soir venu, une courte pause fut autorisée par Dron afin de permettre à tous de se dégourdir les jambes et de se rassasier. Gélis et Ladra en profitèrent pour fouiller les malles de la voiture. Lady Eaba possédait quelques jolies toilettes, mais tout était un peu défraîchi. Il s'agissait sans doute de robes héritées de sœurs plus âgées, témoignant ainsi de la difficulté financière de ses parents. Ils avaient tout de même décidé d'investir dans une seule robe à la dernière mode, estimant sûrement que ce serait plus payant qu'un portrait. Après tout, leur fille était une splendide jeune femme. Ses cheveux ondulés aux accents caramel, sa peau de porcelaine, son menton pointé et ses grands yeux de poupée n'auraient pu être aussi bien représentés en peinture. Les parents de la lady avaient eu raison d'avoir confiance en la première impression qu'elle aurait donnée si elle avait effectivement pu se présenter au prince. C'était une chance pour la bande de voleurs qui pouvait ainsi remplacer facilement la ravissante Lady Yaba par la très maline Ladra. Un peu en retrait, cette dernière contemplait le reflet de son épaisse chevelure foncée sans nuance dans un miroir qu'elle venait de trouver dans la malle des affaires de la toilette. Elle ne ressemblait pas à Lady Yaba, hormis concernant la taille et les mensurations. Elle était, sans conteste, bien plus... Oui, Link, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle était, sans conteste, bien plus quelconque, mais ce physique lui avait permis de s'introduire facilement dans les endroits les plus mieux gardés et en assurant d'être rapidement oubliée. Elle était le passe-partout de la bande. Elle attirait la confiance et la sympathie, mais ne retenait pas l'attention, car son physique avait l'avantage de se retrouver chez un tas d'autres jeunes femmes. Gélis, de son côté, avait de l'expérience et était une excellente comédienne. Paolan était un maître des serrures. Etar avait les muscles, d'étonnantes connaissances en herboristerie et un cœur vaillant. Quant à Dron, leur leader, elle négociait la plupart de leurs contrats. Tu penses que tu sauras faire le grand jeu au prince? S'enquit Faolan en observant Ladra. Doutes-tu de mes talents de comédienne? Aucunement. Je dirais même un arnaqueur se ferait pendre. Si ce n'est pas déjà arrivé, insinua-t-il. Et lorgna sa réaction de sous sa capuche. Ladra comprit exactement ce qu'il insinuait. Elle tenta de ne pas rougir en repensant à leur rapprochement, qu'ils avaient su garder discret. Dron ne supportait pas ce genre de relation entre les membres de sa bande car selon elle, cela ne menait qu'à des problèmes. Je ne jouais pas la comédie, c'est juste que c'était une fausse bonne idée. On ne peut pas être ensemble et travailler ensemble, c'est trop dangereux. Et tu étais d'accord, alors je ne sais pas pourquoi tu reviens là-dessus maintenant. Tu m'as dit qu'on s'était bien amusé, mais que c'était fini. Comment veux-tu que je pense que ça n'a pas été qu'un jeu pour toi? Je t'en veux pas, c'est sans doute une déformation à cause du métier. Par contre, de mon côté, tu insinues que je joue toujours un rôle et que je ne peux pas avoir d'émotion? S'offusqua Ladra. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on a pris du bon temps, mais qu'il fallait arrêter avant qu'on développe des sentiments l'un envers l'autre. En prononçant ces mots, Ladra tentait de demeurer détachée et ne s'avouait qu'à moitié qu'il était déjà trop tard. En regardant Faolan, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la dernière nuit passée ensemble, ce moment même où Ladra avait su qu'elle s'était engagée sur la pente glissante où le flirt se transformait en premier émoi amoureux. Elle avait alors pris la décision de tout arrêter. Je ne sais pas. J'espère que non, répondit platement Faolan, dépité, avant de se retourner préparer les chevaux avant le départ imminent. Ladra tut les sentiments qui voulaient émerger et qui cognaient fort contre sa poitrine. C'était mieux ainsi. Dron n'aurait jamais accepté cette relation et un des deux aurait eu à quitter le groupe. Falan était peut-être prêt à faire cavalier seul, mais Ladra devait tout à Dron, qu'il avait recruté alors qu'elle volait à l'étalage des kiosques des marchés et qu'elle passait son temps à esquiver le harcèlement des proxénètes. Dron avait perçu mieux que quiconque son talent pour le vol à la tire et sa faculté naturelle à attirer la sympathie.
La discrète Gélis avait assisté malgré elle à la conversation des ex-amants, qui n'avait fait que confirmer ce dont elle se doutait déjà. Elle rejoignit Ladra en passant à côté de Fireland qui s'en éloignait. Il avait besoin d'être rassuré sur ses talents de comédien pour la mission, mentit Ladra. Alors j'espère qu'il l'est maintenant, répondit Gélis sans être dupe. Ladra comprit ce que Gélis savait. On n'a jamais été réellement ensemble, dit-elle, et c'est fini, alors inutile d'ébruiter le sujet. Gélis regarda son ami avec compassion et lui saisit la main. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi, et si tu veux mon avis, Dron a tort d'imposer cette règle. Si vous en parliez au groupe, je suis certaine qu'Ethor serait d'accord avec moi. Elle ne pourra pas nous évincer tous. Tu sais que je serai toujours de ton côté après ce que tu as fait pour moi. Ladra eut un sourire gêné. Tu es un ange, mais je t'assure que tout va bien. De toute façon, une lady ne parle jamais de ces choses-là, ajouta-t-elle en souriant. Une lady, vraiment. Je suis bien Lady Yaba, non? Répondit Ladra, le sourire aux lèvres, étirant son cou pour se donner un air hautain et en faisant mine de se pomponner. Allez les filles, et la Dron. Remballez-moi tout ça, on remonte en voiture. Parlant, tu conduis, je prendrai le relais à minuit. Le reste du voyage se déroula sans encombre. Comme convenu, chacun se succéda au poste de cocher afin d'arriver plus tôt à Northwood. Cette stratégie n'avait pas seulement pour but d'écourter un voyage fatigant, mais également d'avoir plus de temps pour exécuter la mission et espérer qu'elle serait terminée avant que le roi ne reçoive un message de la part de la famille de Lady Eaba concernant son absence. Car nul doute qu'une famille de petite noblesse comme la sienne n'allait certainement pas risquer de manquer de respect au souverain d'un royaume aussi isolé soit-il. La voiture s'arrêta dans le village de Northtown, qui s'étendait en petites maisonnées éparses et mal contenues à quelques kilomètres du château. À mesure qu'ils avaient cheminé, les compagnons n'avaient pu faire autrement que remarquer que l'on voyait de moins en moins souvent le soleil et que les nuages se substituaient au ciel bleu. Northtown semblait vivre au ralenti. De l'extérieur, l'auberge des doubles écus se montrait aussi insipide que la température et l'aspect du reste du village. Bien que l'intérieur ne fût pas aussi invitant ou animé que les auberges des villes les plus peuplées, la troupe de bandits de grand chemin eut le loisir de découvrir les sons familiers de l'ivrogne du village qui déblatérait ses histoires sans queue ni tête à tout honnête client ayant le malheur de se trouver près de lui. Mon grand-père, c'était un grand, disait l'homme en ponctuant son discours de hockey et de quelques roues. Un grand bonhomme, dis-je, un bonhomme important. Ils l'ont jeté dehors comme un malpropre, cette famille de débauchés à deux faces. Il se mit aussi ainsi à rire bruyamment à une plaisanterie que lui seul semblait comprendre. Celle-ci devait être hilarante, puisqu'il se mit à rire aux larmes, son visage déjà rouge tournant dangereusement aux pourpres. Les Soulons, soupira Dron en levant les yeux au ciel. Elle avisa ses compagnons qu'elle allait louer leur chambre auprès de l'aubergiste. De son côté, l'homme imbibé essuyait ses larmes de sa main qui ne tenait pas sa chopine. Sans gêne aucune, il attrapa la manche d'Ethor. Le grand gaillard eut pour réflexe de serrer la hache qui pendait à sa ceinture, mais réalisa rapidement que l'ivrogne n'était pas dangereux. Il relâcha son arme. Et si tu veux mon avis, continua l'homme hilar en s'adressant à Ethor comme s'il se connaissait, je devrais même dire triple, quadruple ou même cintuple face. Quintuple, corrigea Ethor avec calme. De quoi? On dit quintuple. Non, mais je t'ai demandé de ton avis, mon gros, rugit l'ivrogne en perdant soudainement sa bonne humeur, et bouscula Ethor pour le provoquer. Vous êtes qui en plus, vous autres? Demanda-t-il en désignant du menton le reste de la bande. Ah, il y a de la jolie fille en tout cas. Alors qu'il tenta d'approcher Ladra et Gélis, Ethor le retint d'une main. Je vous conseille de retourner d'où vous venez. Ok, non, c'est l'ivrogne qui dit ça. Je vous conseille de retourner d'où vous venez, beugla l'ivrogne à l'endroit de Ladra et de Gélis. C'est pas un endroit pour les jolies filles par ici. Ayant terminé sa transaction avec Dront, qui avait loué la chambre sous le faux nom de Madame Kamal, l'aubergiste fit montre de son impatience envers ce client aviné qui devait être un habitué de l'endroit. Ça suffit comme ça, fils. Cesse de déranger mes clients avec tes histoires, sinon je te mets dehors. Ah oui, exclama le dénommé fils. Toi, quel armé! L'aubergiste s'adressa alors à Ethor. Vous, le grand, si vous me sortez cet idiot d'ici, je vous offre une nuit gratuite. Devant cette proposition, le regard de Dron s'illumina. 2 nuits, rétorqua-t-elle. 1 nuit et 2 repas, répliqua l'aubergiste. Vendu! Allez, Ethor, on se doit de rendre service à ce sympathique aubergiste, dit-elle avec un signe du menton, allant de l'ivrogne vers la porte. Le gaillard acquiesça. Il saisit aussitôt l'homme par un bras et une jambe, ce qui sembla ne lui demander qu'un effort minime. Il se dirigea vers la porte et, la repoussant d'un pied, il projeta son fardeau en contrôlant sa force afin que la chute ne soit pas trop rude. En bandit sensible qu'il était, Ethor se permit même de lui prodiguer un conseil.
Rentrez chez vous et buvez de l'eau chaude infusée au citron, ça vous évitera le mal de tête. Sur ce, la bande rejoignit la chambre dans laquelle Ladra, Jellis et Faolan purent se mettre dans la peau de leur personnage. Après s'être regardé dans le miroir avec le bonnet, de la nourrice bien enfoncée sur la tête et en être venu à la conclusion que cet accoutrement n'avantagerait franchement personne, Jellis commença à poponner Ladra. Cette dernière était la plus jeune du groupe et Jellis la considérait comme sa petite sœur. Elle avait plaisanté sur le fait de ne pas être celle qui jouait les princesses, mais en réalité, elle savait pertinemment que cela n'aurait été pas possible. Non seulement elle était trop grande, mais elle était également trop âgée pour le rôle. Le prince Kenneth n'attendait certainement pas une prétendante trentenaire. De plus, et cela bien que son physique ne le laissât pas deviner, Janice n'était pas une née fille. Tous les hommes ne comprenaient pas cette réalité et il valait mieux ne pas prendre le risque pour la mission. Le plan était simple. Pénétrer dans l'intimité de la famille royale, débusquer la perle et quitter la région le plus rapidement possible. Pendant que les trois usurpateurs seraient au travail, Dron et Etar trouveraient un moyen de transport de rechange pour brouiller les pistes lors de leur fuite. Coiffée et apprêtée, Ladra ressemblait à une vraie lady. Ouais. Elle et Gélis prirent place dans la voiture et Faolan guida les chevaux jusqu'aux portes du château. Le temps brumeux s'était chargé de pluie au moment où ils avaient quitté l'auberge. Pendant la demi-heure qu'il fallut à la voiture pour atteindre le portail du château de Northwood, un orage commença à gronder. Lady Yaba de Green Valley répond à l'invitation du roi Amic et de la reine Megred, annonça Fairland d'une voix forte au garde qui se tenait derrière la grille. Le garde regarda tour à tour ses deux collègues avant de revenir sur Fairland suspicieux. La pluie avait commencé à tomber de plus en plus fort et on voyait que sous leur casque. Ruisselant, les hommes ne semblaient pas enclins à ouvrir la barrière. Vous ne deviez pas arriver avant 2 jours, fit remarquer le chef de garde. Les parents de la Lady ont cru bon de devancer le départ afin de prévenir tout retard possible. Fort heureusement, nous n'avons rencontré aucune mauvaise surprise. Mais comme le dit si bien mon maître, on n'est jamais trop prudent et être à l'heure, c'est déjà être en retard. Je vois, répondit le chef de garde, visiblement peu intéressé par les proverbes. J'envoie un de mes hommes avertir le roi. Attendez ici. Palan soupira, trempé et grelottant. À l'intérieur de la voiture, Ladra et Gélis avaient les mains moites. Fin du chapitre. Chapitre 3. Extrait d'un ancien recueil de contes locaux, La légende des amants de l'eau, auteur inconnu, premier fragment. Dagon était un jeune fermier bon et travaillant, mais la terre qu'il avait héritée de ses parents n'était plus aussi florissante qu'avant, et petit à petit, ses voisins finirent par quitter leur lopin devenu stérile, dans l'espoir de trouver mieux ailleurs, même si cela signifiait devoir se soumettre à un seigneur et ne plus posséder le fruit de ses efforts. Dagon n'en était pas encore venu à se résoudre à cette solution. Il souhaitait honorer la mémoire de sa famille et demeurer fidèle à ses convictions, quoi qu'il en coûte. Par conséquent, il se retrouva bientôt seul sur son bout de terre jouxtant la mer, ne récoltant plus que quelques racines et attrapant de temps à autre un poisson pour se nourrir. L'obstination de Dagan alla jusqu'à faire de lui un ermite, ni heureux ni malheureux de sa condition. Un jour, pendant qu'il pêchait assis sur un rocher, il crut percevoir un clapotement d'eau plus important qu'à l'habitude. Lui qui avait l'habitude de ne pêcher que de petits poissons se dit s'il arrivait à attraper celui-là, il pourrait le conserver dans le sel et peut-être en avoir assez pour l'hiver à venir. Attrapant son filet, il se dirigea tant bien que mal vers la source du clapotement, en tentant de garder son équilibre sur les rochers inégaux. Le temps qu'il arrive, l'eau était redevenue calme. Patient, car de toute façon, personne ne l'attendait à la maison, il s'accroupit en fixant l'eau. D'aucuns eurent préféré retourner où Dagan avait laissé sa canne à pêche et se seraient contentés d'un petit poisson bien réel, plutôt qu'un gros hypothétique, mais ils auraient eu raison. Le jeune fermier souffrant de sa solitude choisit de prendre ce risque, non seulement pour avoir la chance de faire une réserve de nourriture, mais également car cela mettait du relief dans son quotidien monotone. Alors qu'il fixait l'endroit du clapotis initial, un autre bruit d'éclaboussure se fit entendre quelques mètres plus à droite. Dagan se releva et se dépêcha de suivre le bruit qui se répéta effectivement, mais cette fois quelques mètres à gauche, là où il se trouvait précédemment. Et il y retourna prestement. Le même manège se répéta à 3 reprises. La troisième fois, alors qu'il s'était promis d'être plus rapide que la chose qui produisait le bruit, ce qui devait arriver arriva. Dagan perdit pied et tomba à l'eau. Il but la tasse, si bien que lui, qui savait pourtant nager, ne fut pas en mesure de remonter à la surface. Cela aurait pu être la fin pour ce jeune fermier, qui avait choisi la solitude afin de ne pas quitter la terre de ses parents. Mais la chose qui s'était amusée à le faire courir sur le rivage n'avait eu aucun cas l'intention de lui faire du mal. Dagan fut sauvé de la noyade et laissé seul sur les rochers où il reprit ses esprits.
Le lendemain, le fermier retourna pêcher, à l'affût du moindre bruit suspect. Toutefois, rien ne se produisit, en ce jour ni les jours suivants. Après une semaine à se demander qui avait bien pu le sauver, Dagan décida de retourner sur les rochers, non pas pour pêcher, mais dans le but d'établir un contact. Vous êtes là? Demanda-t-il d'une voix forte. Seul son écho lui répondit. J'ai cherché à vous revoir après mon sauvetage, mais j'aurais d'abord dû faire ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire vous remercier, vous qui que vous soyez. Veuillez m'excuser, je vis seul depuis plusieurs années et j'ai perdu l'habitude de parler aux gens. Toujours aucune réponse. Mais Dagan ne perdit pas espoir. Il revint sur la même berge le lendemain, où il trouva un assemblage de coquillages qui ne pouvait être d'origine naturelle. Cela le fit sourire car il sut qu'il n'était désormais plus seul. Quelque temps plus tard, alors qu'il pêchait à nouveau, le clapotis singulier se refit entendre à quelques mètres de lui. Cette fois, le fermier tourna seulement la tête sans rien apercevoir. Quand il reporta son attention devant lui, une créature d'apparence humaine, mais à la peau semblable à celle d'un poisson, avait ses deux bras appuyés sur un rocher et l'observait de ses grands yeux. Loin d'être effrayé, Dagan s'approcha pour se mettre à sa hauteur. C'est vous qui m'avez sauvé. Vous êtes là? Demanda alors la créature. Oui, vous me voyez bien, non? Répondit Dagan déconcerté. Cette créature était-elle aveugle? Veuillez m'excuser, commença cette dernière. Mais de quoi? Demanda Dagan. Je vis seul depuis plusieurs années. Enfin, le jeune homme comprit que la créature ne parlait pas sa langue et ne faisait que répéter les paroles qu'il lui avait adressées quelques jours plus tôt. Qu'à cela ne tienne, Dagan continua de se rendre régulièrement sur le rivage, même lorsqu'il n'avait pas besoin de pêcher. D'ailleurs, la créature commença à lui rapporter du poisson. Le fermier lui parlait de tout et de rien, et celle qu'elle considérait maintenant comme une amie l'écoutait attentivement, en répétant de temps à autre certaines phrases, jusqu'à ce qu'un jour, elle se mette à formuler des phrases par elle-même. Estastique, Dagan ne put se retenir de poser mille et une questions à son amie. Qui était-elle? Comment s'appelait-elle? Y en avait-il d'autres comme elle? Tranquillement mais sûrement, elle expliquait que dans les abysses des fonds marins, ils étaient beaucoup comme elle, mais que la plupart n'aimaient pas s'approcher de la surface. Quant à son nom, elle n'en avait pas qui puisse être audible pour l'oreille humaine, et elle donna la permission à Dagan de lui en attribuer un. Je t'appellerai Muirgen. Fin du chapitre. Chapitre 4. Le garde qui avait été dépêché pour prévenir le roi tomba sur la suivante de la reine, qui le réprima d'avoir failli lui faire échapper une fiole en passant près d'elle à toute vitesse. C'est ainsi que Miss Lucina fut mise au courant de l'arrivée précoce de Lady Eaba et put prévenir sa maîtresse. Elle est déjà arrivée? S'étonna la reine décontenancée, son regard rencontrant celui de sa suivante dans le reflet de la coiffeuse. C'est ce qu'un garde vient d'annoncer, Votre Altesse. La reine baissa les yeux sur ses mains, qui étaient loin d'être ridées, mais dont la peau commençait visiblement à flétrir. On aurait dit qu'elle tremblait légèrement. Dans ce cas, Miss Lucina, rafraîchissez ma coiffure. Je ne me changerai pas, ne la faisons pas attendre. Bien sûr, madame, répondit la suivante en s'exécutant. La reine émit un soupir tremblotant. Tout ira bien, madame, dit Miss Lucina de son habituelle voix chaleureuse. Cette dernière posa ses mains sur les épaules de la souveraine, un geste qu'aucune suivante ou dame de compagnie, aussi intime qu'elle fût, n'aurait jamais posé à l'égard de sa maîtresse. Toutefois, ici, cette familiarité était autorisée. Le roi, quant à lui, était plongé dans une profonde lecture d'anciens textes de loi quand le garde, faisant éruption dans son bureau, l'avertit de l'arrivée de la nouvelle prétendante. Lui aussi ne peut s'empêcher d'être agacé par cette arrivée devancée. Pourquoi était-il si pressé d'arriver? Se demanda-t-il à voix haute. Le roi n'aime pas quand on lui fait sentir que c'est lui qui est en retard. Il soupira en tapant impatiemment de son index sorti d'un bijou de doigt, se terminant en pointe sur les pages de son livre posé devant lui. Faites-les entrer, mais inspectez le véhicule. Nous attendons une lady, son chaperon et un cocher. Bien, Votre Altesse. Combien de temps pour traverser la cour jusqu'au portail? Environ une demi-heure, Votre Altesse. D'accord, dit-il en retournant un sablier posé devant lui. Le portail pourra s'ouvrir quand ce sablier sera écoulé. Avertissez mon fils. Où se trouve-t-il? Il est parti pour une promenade à cheval, Votre Altesse. Quoi? Par tout ce temps? La pluie l'aura surpris et je présume qu'il ne tardera pas à rentrer. D'accord, marmonna machinalement le roi, peu intéressé par la vie d'un simple garde. Dès que le prince sera revenu, nous irons accueillir la demoiselle. Le garde s'inclina et quitta la pièce. Le roi se remit à sa lecture. Il fallut bien une heure pour que le garde revienne et que le portail s'ouvre, laissant finalement entrer la voiture. Palan dut cependant faire un arrêt à peine la grille refermée derrière eux. L'un des gardes s'approcha de la fenêtre et constata la présence d'une jeune lady et de son chaperon. Satisfait, il leur donna l'autorisation de continuer. Palan fit descendre Ladra et Jalis devant la grande porte et ces dernières entrèrent prestement à l'invitation des gardes.
Le faux cocher se dirigea ensuite vers les écuries où les mâles des deux femmes seraient emmenés vers leur chambre. Le hall d'entrée était vaste et vide. Les pas de Ladra résonnaient dans un espace gris bleuté, trop peu éclairé par les quelques torches accrochées au mur. Elle et Gélis avaient déjà endossé le personnage et aucune messe basse ne serait permise en espace public. Dans l'attente de leurs hôtes, elles n'avaient donc d'autre divertissement que l'observation de l'imposant portrait de la famille royale qui faisait directement face à l'entrée, encadré par deux grands escaliers qui se tordaient comme pour leur faire une révérence. Le tableau représentait le roi, la reine, le prince et une jeune fille blonde qui devait être la princesse et dont elle n'avait jamais entendu parler. Il est vrai qu'il est séduisant, commenta Gélis en désignant le prince. Les portraits sont toujours flatteurs, répondit Ladra. Mais oui, je ne serais pas déçu s'il ressemble effectivement à cela. Ladra s'approcha du portrait. Le prince Kenneth avait une mâchoire bien ciselée et des yeux perçants qu'encadraient des cheveux bruns mi-longs. Ses lèvres formaient une petite moussette arrogante, mais non dépourvue de charme. Sous des cheveux poivre et sel abhorrant quelques rides, le roi présentait les mêmes caractéristiques. Le roi n'est pas mal non plus, ajouta Ladra. Lui et son fils se ressemblent beaucoup. Il n'a aucunement à craindre que leur filiation n'ait été falsifiée. À ces mots, Jadis, qui s'était tourné vers la porte, se recla la gorge de manière évidente. La pluie t'a-t-elle enrhumé? Demanda Ladra en se retournant, abhorrant un sourire qu'elle perdit aussitôt. Devant elle se tenait un jeune homme à l'apparence beaucoup trop familière à son goût. Le prince était là, trempé d'une pluie moulant sa chemise à son torse. La moue formée par ses lèvres parfaitement retranscrite par le peintre semblait bel et bien être naturelle. Il fallait avouer que l'artiste n'avait pas eu besoin d'embellir la vérité en faisant son portrait. Aussitôt, Ladra et Gélis firent une révérence. Prince Kenneth, dit Ladra, Votre Altesse. Alors qu'elles allaient se relever, le roi et la reine firent leur entrée à leur tour, les forçant à se courbir davantage. Vos Altesses, dit Ladra. Lady Yaba, relevez-vous, ma chère, dit le roi. Boire une gorgée. Ce faisant, Ladra croisa son propre reflet dans le cache-œil orné du roi. Cet élément n'apparaissait pas sur le portrait. Il s'agissait soit d'un accident postérieur à la réalisation du portrait, soit d'une demande du roi. Mais comme une personne de noble naissance aurait fait, elle s'abstint de poser toute question concernant ce détail. Le roi se tourna vers son fils. Mais qu'est-ce que cet accoutrement pour accueillir notre invité? Voyant là une occasion de marquer des points, Ladra crut bon d'intervenir. Je suis la fautive, sire. Vous ne m'attendiez pas de si tôt, alors j'ai dû bouleverser votre routine. Ne prenez pas tout le blâme. Ce jeune écervelé aurait dû rentrer par la caserne des gardes. De cette manière, vous ne l'auriez pas aperçu ainsi dépenaillé. Le prince, qui n'avait pas bouché, s'avança vers Ladra et la toisa de son regard perçant. Un autre détail que le prince n'avait pas inventé. J'ai choisi d'entrer par la grande porte quand on m'a averti de votre arrivée, car j'étais impatient de vous rencontrer. Il l'examina un moment. Ladra se sentait comme un caniche en exposition. Votre famille n'a pas envoyé de portrait. S'il l'avait fait, je me serais languie de votre arrivée. Vous êtes ravissante. Je vous remercie, sire, dit Ladra en inclinant la tête soulagée. D'un point de vue personnel, elle n'avait que faire que lui ou un autre la trouve à son goût, mais pour les affaires, il était préférable qu'elle plaise à son auditoire. Vous devez être épuisée, ma chère, déclara la reine d'une voix douce. Vous serez conduite à votre chambre dans laquelle vous pourrez vous reposer en attendant le souper. Cela permettra à mon fils de se changer. Ladra s'inclina en signe de remerciement. Ce fut la gouvernante, la Madame Worrel, qui, après une profonde révérence, invita les deux femmes à la suivre. À mesure qu'elles évoluaient dans le château, Ladra et Gélis ne purent que constater que les couloirs baignaient tous dans la même lumière fade qui éclairait le hall. De même, une impression de vide aliénant se faisait ressentir de manière étrange, comme s'il n'y avait eu aucune autre vie entre ces murs. D'ailleurs, les trois femmes ne croisèrent absolument personne, ni domestique, ni autre membre de la cour, ce qui était pour le moins singulier étant donné la taille du domaine et le nombre de chambres qu'il devait contenir. Sur certains murs, on pouvait apercevoir de larges tapisseries qui avaient dû être bien jolies en leur temps, mais qui étaient à présent couvertes d'une épaisse couche de poussière. L'une d'elles présentait un château qui n'était pas celui de Northwood. Le domaine, représenté, en bord de mer, était entouré de champs luxuriants et d'un village grouillant de vie. L'artiste s'était même laissé aller à la romance en représentant deux petites silhouettes en train de s'enlacer sous les rochers frappés par les vagues. Rien à voir avec le village de Northtown et la grisaille déprimante de la région qui n'évoquait en rien les élans romantiques d'un amour naissant. La chambre de Ladra se trouvait dans une aile isolée du reste de la famille royale. L'intérieur était confortable, bien qu'aussi austère que le reste du château. Les bagages de Lady Yaba se trouvaient déjà sur place.
Le souper sera servi à 19 heures, annonça Madame Worrell d'un ton monotone. Je vous remercie, répondit Ladra. Où se trouve la chambre de Nounou? Dans le quartier des domestiques, évidemment. Ladra pinça les lèvres. Il ne s'agit pas de ma femme de chambre, mais de ma nourrice. Elle est comme une seconde mère. Il est donc il est donc inconcevable de la savoir aussi éloignée de moi. Ne pourrait-elle pas obtenir une chambre adjacente à la mienne? Ce n'est pas dans le protocole, milady. Une domestique ne peut dormir au même étage que les maîtres, encore moins lorsqu'il s'agit de royauté. La gouvernante était visiblement scandalisée, mais la rat n'avait pas l'intention de laisser Gélis dormir en bas. Cela est très contrariant. J'ai besoin de pouvoir la voir rapidement à toute heure du jour et de la nuit. N'y aurait-il pas une solution? Eh bien, hésita la gouvernante, je pourrais lui faire préparer une chambre à l'étage en dessous, à la bonne heure. Toutefois, devra prendre ses repas à l'office avec les autres domestiques, s'empressa d'ajouter la gouvernante. Bien entendu. Sur ce, la gouvernante prit congé, semblant légèrement contrariée. En attendant le souper, les deux comédiennes se reposèrent dans la chambre maîtresse, soulagées de pouvoir sortir de leur personnage. Que penses-tu de la famille royale? Demanda Ladra. À part le cachet clinquant du roi Émeric, ces gens ne me paraissent pas exhiber leur richesse. En principe, ce n'est pas à eux de m'éblouir, mais plutôt l'inverse. Lady Yaba est une noble désargentée. C'est sa famille qui aurait tout le bénéfice de ce mariage, et visiblement, le roi semble comblé de l'autarcie de son royaume et ne souhaite pas créer d'alliance. Seul le charisme et l'apparence de sa future bru doivent lui importer. Que penses-tu du prince? Penses-tu qu'il soit réellement ravi par mon apparence? Je pense qu'il aime envoûter son entourage, mais tu n'as à rougir de rien. Tu n'es certes pas aussi éblouissante que la véritable Lady Yaba, mais tu peux certainement plaire à un prince. Ladra éclata de rire. Maintenant, laisse-moi essayer ce lit avant que je ne sois obligée de descendre dans ma chambre de bonne, dit Jellis en se laissant tomber sur la couette en plume. Quelque chose me dit que Madame Warren ne me réserve pas la chambre la plus confortable de la maison. Pendant que les filles découvraient la partie du château réservée aux invités, Paolan, quant à lui, allait devoir se contenter de dormir dans les écuries. Après avoir déchargé... Suivante. Hmm. OK. Après avoir déchargé la voiture des bagages qui avaient ensuite été pris en charge par des valets de pied, le jeune voleur s'était dirigé vers la caserne des gardes, ayant en main une bouteille d'alcool fort de qualité en guise de cadeau. Ce genre d'attention mettait toujours les subalternes dans de bonnes dispositions. Toutefois, l'accueil qui lui fut réservé s'avéra étonnamment froid. Si on le laissait s'asseoir à une table sans problème, il demeura que les trois gardes qui s'y trouvaient déjà démontrèrent peu de sympathie à son égard. Un petit cadeau de Green Valley, messieurs, annonça-t-il en posant la bouteille sur la table. Nous avons aussi de l'alcool à notre Wood, monsieur, demanda un garde à l'œil balafré. Kamal, mentit Farland. Bien entendu, je sais que vous avez de l'alcool, c'est seulement un cadeau. Eh bien, merci, répondit le balafré sans plus de cérémonie. Ce dernier se leva en prenant la bouteille. Farland crut qu'il allait le déboucher, mais il se dirigea plutôt vers une armoire verrouillée où il la rangea. Nous ne buvons que lorsque l'occasion s'y prête, expliqua-t-il en se réessayant. Et par là, vous voulez dire, demanda Farland, que l'occasion ne s'y prête pas. Les règles sont carrées ici, comme vous dites. Farland, qui n'était d'ordinaire pas le plus grand bavard, tenta tout de même de détendre l'atmosphère en parlant du voyage et de Green Valley. Il était hors de sa zone de confort, car il avait plutôt pour habitude de profiter de la vulnérabilité volubile des personnes en état d'ébriété pour récolter de l'information. Il en vint tout de même à parler de ses employeurs fictifs, son but étant de repérer un employé insatisfait de sa condition qui pourrait être tenté de comploter contre son employeur. Regardez-moi ça, se plaignit-il en désignant sa cape détrempée. Le maigre salaire que me paie mon maître ne me permet même pas de m'offrir une pelisse de rechange. Vous y croyez, vous? De votre côté, étant donné le climat du pays, votre roi vous a sans doute mieux équipé que je ne le suis. Nous n'avons pas à nous plaindre, répondit un des deux gardes demeurés taciturnes jusqu'à présent. Un bon employeur, donc, résuma amèrement Fauland, qui avait l'impression de discuter avec un mur. Le roi Émeric exerce son pouvoir avec justesse et conviction. Il ne laisse rien au hasard, absolument rien, martela le balafré. Fauland tenta de diriger la conversation autour de la blessure que ce dernier ne prenait même pas la peine de dissimuler sous un bandeau, malgré le fait que son œil était incontestablement aveugle. Un bon employeur comme le roi a dû vous compenser pour cette blessure. Perdre un œil n'est pas sans conséquence. Immédiatement, le voleur sut qu'il avait mis le doigt sur un sujet sensible, rien qu'à la tête que firent les deux autres soldats. Je n'ai besoin d'aucune compensation pour la perte de cet œil, qui est le témoignage de ma loyauté avant mon roi. Et maintenant, si vous me le permettez, monsieur Kamal, la caserne est réservée aux soldats, répondit simplement le balafré d'une voix sombre. Ces derniers mots avaient pris l'allure d'une menace aux oreilles de Fauland.
Déçu de la tournure de la conversation au sein de ce groupe où il n'avait visiblement jamais été le bienvenu, il se leva et souhaita la bonne journée au soldat qui lui retourna la salutation d'un avare signe de tête. Le voleur retourna à l'écurie dans l'espoir que les palefreniers soient plus bavards. Ce ne fut pas le cas. Le maître palefrenier semblait être un homme soumis et heureux de sa condition, et l'unique garçon d'écurie était muet, selon les dires de son supérieur. Cette mission ne sera pas aisée, pensa Faolan. Un peu plus tard, dans les étages supérieurs, Ladra se dirigeait vers la salle à manger avec l'impression d'être seule au monde dans ce château. À un moment, elle crut apercevoir une domestique traverser un couloir d'un pas furtif, mais ne put en jurer. Pour l'occasion, Ladra avait revêtu une robe du soir sobre et Gélis avait rafraîchi sa coiffure et poudré son visage. Elle était ensuite descendue à l'office pour prendre son repas en compagnie de Faolan et des autres domestiques. Lorsque Ladra entra dans la salle à manger, elle était seule. Évidemment, les personnes de Saint-Royal n'attendaient pas. C'étaient tous les autres qui attendaient après eux. Cela confirma à Ladra l'austérité de ces lieux. Elle était la seule invitée. Ni elle ni ses compagnons de voyage n'avaient pu savoir si Lady Yaba allait être la seule prétendante de ce séjour lors de leur enquête. En fait, c'était une chance que peu de temps après que Dron eut dégoté ce contrat, on découvrit qu'une jeune fille de la région avait été invitée par le roi Amérique pour rencontrer son fils. À partir de ce moment, il avait suffi de suivre la voiture jusqu'à sa première halte, le temps de s'être suffisamment éloigné de la ville pour lui tendre un piège. Le roi Emmerich, la reine Maigred et le prince Kenneth, annonça un valet qui venait de faire son entrée. Ladra se leva à cette annonce. Les trois membres de la famille royale marchèrent d'un pas cadencé jusqu'à leurs sièges respectifs. Le roi et la reine à chaque extrémité et le prince en face d'elle. Ils s'assirent dans un élan quasi synchrone. Toutefois, il n'y avait aucune trace de la jeune fille blonde du portrait de l'entrée. Peut-être la princesse était-elle déjà mariée et exilée dans un autre royaume? Un coup d'œil permit à Ladra de remarquer que ses hôtes ne portaient presque aucun joyau sur eux. Le roi avait son cache-œil ainsi qu'un ornement de doigts assorti. La reine portait une modeste parure de tête et le prince n'abordait qu'une chevalière en argent. Aucune perle à l'horizon. Certainement que si ce bijou était convoité, il n'allait pas l'exhiber devant la première venue. Comment s'est passé votre voyage? Demanda le roi en brisant le silence, ce qui était son privilège, autorisant ainsi les autres à parler. À merveille, répondit Ladra, sans anicroche. Est-ce la première fois que vous voyagez loin de chez vous? La vérité était que non. Oui, j'étais un peu nerveuse, car j'ai entendu toutes sortes d'histoires sur les bandits de grand chemin, mais nous avons eu la chance de ne rencontrer personne. Et comment trouvez-vous nos terres? Moins ensoleillées que le Green Valley, j'imagine. La vérité était que Northwood et ses habitants avaient l'air éperdument tristes et déprimés. Oui, un peu, admit Ladra avec son plus beau sourire. Mais je suis de nature mélancolique. J'aime les journées de grisaille et entendre le son de la pluie pour m'endormir. Pour m'endormir, ouais. La vérité, encore une fois, était tout autre. Ladra était originaire d'une autre île, bien plus au sud que Green Valley, et rien ne ressemblait plus au paradis pour elle que d'enfoncer ses orteils dans le sable chaud devant un coucher de soleil rose. Mais Ladra était une bonne menteuse. Elle n'inventait pas seulement des histoires, il émanait d'elle une manière d'être qui donnait envie d'y croire. C'est pourquoi, même en n'étant pas la plus jolie, elle possédait une grande capacité de séduction. Le roi continua de parler de tout et de rien, ce à quoi Ladra donnait de courtes réponses, prétendant être intéressée par ses palabres sans but. La reine ne dit pratiquement rien, se contentait d'esquisser çà et là un sourire d'approbation. Le prince, quant à lui, n'était pas plus bavard, toutefois il parlait énormément avec ses yeux. Son regard était pénétrant et il regardait Ladra comme s'il pouvait voir à travers elle. Mais elle ne le pouvait pas. Elle savait et elle ne se laissait jamais déstabiliser par ce genre de présence. Il s'agissait d'une technique qu'elle connaissait bien pour déconcerter un adversaire dans le but de lui nuire ou de le séduire. Jalis avait raison. Le prince Kenneth était sans doute un charmeur en série qui ne pouvait résister à l'envie que tous le trouvent irrésistible. Bien des étages en dessous, Jalis et Faolan prenaient leur repas en compagnie de domestiques, peu nombreux pour un si vaste domaine. J'ignorais que le roi et la reine avaient une fille, déclara Jalis dans le silence de la cuisine. La suivante de la reine leva légèrement les yeux de son assiette. À ses côtés, un garçon d'écurie, ayant sa casquette bien enfoncée sous son crâne et le visage encore sale, continua son repas sans montrer d'intérêt pour la remarque. Madame Worrell se recla volontairement à la gorge et personne ne répondit à la remarque de Jalis. Elle apparaît sur le portrait de l'entrée, ajouta cette dernière, comme si elle devait se justifier. Une fois de plus, les domestiques attablés échangèrent des regards gênés. Ce fut la cuisinière qui brisa le silence. Elle est décédée, dit-elle simplement. Oh, vous m'envoyez désolée, répondit sincèrement Jalis. Comment est-ce arrivé? Madame Worrell fut secouée d'une bouffée de toux qui n'avait rien de naturel. Ce sont de vieilles histoires, tristes qui plus est. Contentez-vous de manger votre soupe, je vous prie, ordonna-t-elle d'un ton sévère.
À l'évidence, travailler sous les ordres de Madame Worrell n'était pas des plus divertissants. Le repas se déroula donc selon les désirs de la gouvernante. Il n'aurait manqué qu'une liturgie en fond sonore et on se serait cru dans une abbaye. S'étant retiré dans les écuries après le repas en prétextant que Lady Yaba croyait avoir oublié une boîte à chapeau dans la voiture, Gélis et Farolan tinrent un conciliabule. J'ai essayé de faire parler les gardes, dit Farolan, et ils sont allés jusqu'à refuser d'ouvrir la bouteille que je leur avais apportée. Tu te rends compte? Le meilleur alcool des terres du Sud. Ils auraient dû me tomber dans les bras comme des gourgandines en manque de biberon. Au lieu de ça, tout ce qu'ils avaient à la bouche était des éloges pour leur roi. Je n'ai jamais vu ça. Et je te parlerai même pas des palefreniers, ce sont des simplets. Je n'ai jamais vu de domestique aussi discret, renchérit Gélis. Quand ils se déplacent dans les couloirs comme des ombres, et quand on arrive à les entrevoir, ils disparaissent comme des cafards en pleine lumière. Si nous n'arrivons pas à faire l'un d'entre eux un agent double, il nous faudra user de bonnes vieilles méthodes. J'ai toujours mes outils de crochetage de serrure sur moi, assura Faolan. Bien, car je pense que nous devrions quitter cet endroit au plus vite. Il y a quelque chose de pas net, ce château. Sur ce, ils retournèrent à l'office en reprenant leurs personnages respectifs. Bien, annonça Jalis d'une voix audible. J'avertirai ma maîtresse qu'elle a dû laisser ce chapeau à Green Valley. Je vous remercie pour votre diligence. Dame, répondit Fallon avec un hochement de tête. Dans la salle à manger des maîtres, le repas tira à sa fin. Si le prince n'articula pas plus de 2 mots de la soirée, le roi se montra talentueux pour tenir des monologues. Ainsi, Ladra fut surprise quand le prince s'adressa à elle au sortir de la salle. Vous serait-il agréable de m'accompagner pour une balade à cheval demain, dans les jardins? J'en serais ravi, Votre Altesse. Bien, alors dormez bien, milady. Sans plus de cérémonie, il s'éclipsa au fond du couloir. Sérieuse dans son rôle de chaperon, Gélis était remontée du quartier de domestique pour attendre Ladra près de la salle à manger. Une fois l'échange entre la voleuse et le prince terminé, les deux femmes se dirigèrent vers la chambre maîtresse. Dans l'intimité des murs de pierre, Gélis rapporta ce qui s'était dit lors du repas à l'office. Ils sont tous muets comme des carpes, et je n'ai pu ouïr aucun potin susceptible de nous aider ou de nous permettre de faire chanter quelqu'un en échange d'informations ou d'accès. Ah, j'ai seulement appris qui était la jeune fille du portrait de l'entrée. Il s'agirait bien de la princesse, mais elle est apparemment morte. Je n'en sais pas plus car Madame Worrell a coupé court à la conversation. Ladra faisait les 100 pas dans la chambre. Songea-t-elle. Il s'agit donc d'un sujet sensible. Je profiterai de notre balade de demain pour aborder le sujet avec le prince, en espérant qu'il soit du genre à tomber dans le piège de la sensiblerie. Comme je le dis souvent, le jeu des confidences amène souvent la confiance et pas forcément l'inverse. Sois prudente. À l'office, j'ai manifestement créé un malaise. Ne t'en fais pas, tout est dans le dosage. Après cette discussion, Jelly se retira dans sa chambre, qu'elle soupçonnait d'être un placard à balai dans lequel on avait forcé l'entrée d'un lit, tant elle était sombre et petite. Ladra avait rejoint la bande quelques années après Jellis. À cette époque, cette dernière se promenait encore entre deux identités. Elle était alors la vedette principale de la plupart des arnaques. Son aspect androgyne lui permettait de se glisser autant dans la peau des jeunes hommes que de jeunes femmes. Mais comme dans les troupes de théâtre, il suffit que la nouvelle saveur du mois débarque pour être reléguée au second rôle. Il aurait été faux de dire que Jellis apprécia immédiatement cette nouvelle recrue, qui n'avait jusqu'alors que l'expérience du vol à la tire. Il fut même probable qu'une certaine jalousie existait en elle et qu'elle espéra ardemment que Ladra échoue à ses premières missions, bien que cela aurait entraîné des répercussions sur le reste de la bande. Il s'avéra toutefois que la jeunette était douée et Jellis avait dû s'incliner, bien qu'elle ne voulût pas lui témoigner autre chose que de la courtoisie pendant leurs premiers mois de travail. Un jour, Jellis décida que puisqu'elle qu'elle ne pourrait retrouver sa place en premier plan, dorénavant, elle n'allait plus vivre que sous son identité féminine, celle qu'elle était réellement. Elle informa Dron que cela valait également pour les rôles qu'elle lui demanderait de jouer dorénavant. La chef de bande ne se montra guère intéressée par l'idée et s'ensuivit une dispute au cours de laquelle Dron se montra insultante, comme à chaque fois que l'on contestait son autorité, ce qui se termina par la menace d'expulsion de Jellis. La bande était alors sur une affaire concernant un notaire malhonnête qui arnaquait des clients âgés et vulnérables. Il était également soupçonné de les faire disparaître rapidement. Les descendants lésés et abandonnés des forces de l'ordre avaient mandaté Dron et sa troupe de confondre le notaire en échange d'un pourcentage de tout bénéfice qui résulterait de cette affaire. Ladra avait d'abord été chargé de séduire le dit notaire, qui s'était avéré peu intéressé par les jeunes femmes. Marié et père d'un unique héritier engendré par devoir, il n'avait plus touché son épouse jusqu'à son décès, dont il avait d'ailleurs été ravi. Il préférait depuis fréquenter les bordels clandestins où les galants ne portaient pas de jupe. Qu'à cela ne tienne, Ladra avait tout de même attiré l'attention du fiston, qui incarnait le cliché de la déception familiale aux yeux de son père. Il avait été facile pour elle de se faire apprécier de ce fils mal aimé.
De son côté, Dron avait tout de même demandé à ce que Gélis se glisse dans la peau d'un jeune homme afin de se rapprocher du père, et cette dernière avait choisi de ce moment pour faire cette déclaration. Pendant que Gélis était retirée dans une chambre de la vieille bicoque que la bande squattait alors, elle avait été rejointe par Ladra. Bien qu'agacée, la comédienne aguerrie l'avait laissée s'asseoir à côté d'elle. La recrue avait alors sorti une lettre de sa poche. Le fils du notaire m'a écrit cette lettre me déclarant son amour. Il est complètement fou de moi, avait-elle dit en dépliant le bout de papier. Bien sûr, qui ne le serait pas, avait répondu Jalice avec sarcasme. Sarcasme que Ladra avait bien saisi, mais qu'elle avait ignoré. Ils sont pourtant bien nantis, avait poursuivi cette dernière. Alors pourquoi utiliser un vieux papier troué? Elle avait tenu la lettre devant la lumière qui émanait de la fenêtre, révélant de petits trous dispersés çà et là dans le papier. C'est un code, avait expliqué Jalice, et c'est d'ailleurs loin d'être le codage le plus complexe. Les trous marquent sans doute des mots ou des lettres que tu dois relever pour y lire un autre message. Sur ces mots, Jalice, exaspérée, s'était levée pour aller s'étendre dans le lit. Tu ne veux pas le décrypter avec moi? Pas besoin. Ce gros bénet sans imagination te propose sûrement de t'enfuir avec lui. Maintenant, laisse-moi, veux-tu? J'ai la migraine. Jalice avait eu raison. Le fils du notaire avait proposé à Ladra de fuir ensemble pour se marier, mais pas seulement. Dans le même message caché, il lui donnait la date et l'endroit d'où ils partiraient tous les deux. Selon sa propre citation, l'endroit était là où l'ogre cache son butin. Le but étant de dévaliser le père et de se servir de cet argent pour prendre le bateau vers une lointaine contrée. Avec ses cartes dans sa manche, Ladra avait confronté Dron. Elle avait brûlé la lettre après avoir mémorisé les informations sensibles et menacé la chef de ne jamais les lui révéler si cette dernière maintenait ses menaces d'expulsion envers Gélis. Dron n'avait eu d'autre choix que de se plier à cette demande, non sans exprimer son mécontentement. Lorsque cela était parvenu aux oreilles de Gélis de la part des autres membres de la bande, cette dernière n'avait pu faire autrement que ressentir une profonde gratitude envers celle qui n'avait rien dit à la principale intéressée de la raison pour laquelle Dron avait subitement changé son fusil d'épaule. Bien que Gélis avait été confiante de pouvoir faire changer l'opinion de sa chef, elle avait ressenti un respect nouveau à l'endroit de Ladra. À partir de ce moment, une profonde amitié avait commencé à se développer entre les deux femmes.